Alors, maintenant, qu'est-ce que le microscope électronique à transmission? C'est un microscope qui va permettre la vision de l'ultrastructure grâce à un faisceau d'électrons. Donc déjà l'observation va être sous vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air. Voilà, ça consiste à placer un échantillon suffisamment fin sous un faisceau d'électrons et à utiliser un système de lentilles magnétiques pour projeter l'image électronique de notre échantillon sur un écran fluorescent qui la transforme en image numérique. Voilà, c'est tout. Donc après, pour préparer notre échantillon, on va devoir utiliser par exemple une technique, la technique cytologique, qui est aussi appelée coupe mince et coloration positive. Donc logique, son but est de décrire finement les structures intracellulaires, c'est-à-dire réaliser une étude ultrastructurale de la cellule. Donc le principe est de couper des tranches ultra fines, permissives aux faisceaux d'électrons et aux sels de métaux lourds. Pourquoi les sels de métaux lourds? Parce que voilà, des fois notre échantillon il n'est pas conducteur et avec le bombardement d'électrons, ça peut faire une catastrophe. Donc il faut le rendre conducteur en certains points. C'est pour ça qu'on utilise le contraste aux sels de métaux lourds. Donc c'est le même procédé que la technique histologique qu'on a vue précédemment. La fixation est double, elle se fait aux aldéhydes et au tétroxyde d'osmium. Puis on fait une déshydratation à l'alcool, l'inclusion non à la paraffine mais à la résine. Puis on fait des coupes ultra fines sur un ultra microtome de 300 à 600 angstroms. Voilà, ensuite on étale nos coupes sur des grilles métalliques en cuivre. Ensuite on fait le contraste aux sels de métaux lourds. Voilà, pour que les atomes majeurs ne soient plus transparents aux électrons. Par exemple, on peut bombarder avec du plomb, de l'uranium. Voilà, par exemple, le citrate de plomb, il va contraster les structures membranaires. L'acétate d'uracile, par exemple, il va contraster les acides nucléiques. Voilà, donc ce qui fait que certains électrons seront retenus par ces sels. Et du coup, la partie qui va être sombre, ça va être la partie qui contient ces éléments spécifiques qui retiennent le métal lourd. Voilà. Contrairement à la technique de coloration négative, où le principe est de colorer le fond pour laisser l'échantillon à blanc. On peut aussi faire une technique d'autoradiographie. Donc son but va être d'étudier la cinétique d'un métabolisme, par exemple la synthèse des protéines ou la synthèse d'acides nucléiques. Voilà, donc on va utiliser des molécules marquées par des isotopes radioactifs, par exemple le H3 ou le tritium. Donc on va marquer une protéine par un acide aminé, c'est par exemple on marque la leucine par l'isotope radioactif tritium. Donc la leucine a incorporé cet élément radioactif, elle devient radioactive. Ensuite, on recouvre la préparation d'une émulsion gélatineuse avec des cristaux de bromure d'argent par exemple. Ensuite, à l'obscurité, l'isotope radioactif qu'on a incorporé vient exciter le bromure d'argent qui devient grain d'argent. On peut alors détecter la région ayant incorporé l'isotope radioactif, c'est-à-dire on peut alors, voilà, puisque l'isotope radioactif, nous l'avions choisi au préalable, on peut voir sa localisation. C'est ainsi qu'on peut voir la cinétique de protéines, par exemple. On a bien compris que le nombre d'argent est fonction de la quantité de molécules synthétisées. Voilà. Il y a aussi ce qui s'appelle
technique d'isolement. Alors, on va d'abord faire une homogénéisation, puis une ultracentrifugation. En gros, l'homogénéisation consiste à une destruction de la membrane plasmique, puis une désorganisation de la cellule. On obtient tous les composants ensemble dans un homogène. Voilà, on détruit la membrane, on mélange tout, on obtient un homogène. Ensuite, on purifie l'homogène selon leurs différentes densités et leurs différentes tailles grâce à des vitesses différentes de centrifugation. Voilà, donc on va utiliser une ultracentrifugeuse. Et voilà, grâce à des vitesses différentes, on obtient des culots différents à chaque fois, avec des vitesses différentes. Par exemple, à une vitesse, voilà, on obtient le noyau comme culot. Ensuite, en augmentant la vitesse, on obtient un autre culot. Voilà. C'est dû aux différentes densités et tailles des composants, des différents composants de la cellule. Voilà, donc après, finalement, le dernier surnageant ici correspond à la solution aqueuse du hyaloplasme, aussi appelé cytosol. Voilà, donc ce que nous venons de voir, c'est l'UCD, l'ultracentrifugation différentielle. Il y a aussi ce qui s'appelle l'ultracentrifugation sur gradient de densité de saccharose ou UGD. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'UGD, on homogénéise chaque culot obtenu à l'UCD en une seule centrifugation. Voilà, donc le tube est à saccharose, il se sépare en bandes selon différentes densités. Et puis, si on met le culot sur la solution de saccharose, chaque composant descend à travers le gradient de densité et s'arrête à la bande correspondant à sa densité. Voilà, donc l'UGD a aussi comme but de l'isolation de l'organite pour étudier sa composition chimique. Donc, toutes ces techniques peuvent être utilisées sous microscope électronique à transmission, chacune pour un échantillon différent et permettant de voir des structures différentes, chacune étant complémentaire à une autre. Donc, enfin, le dernier microscope, c'est le microscope électronique à balayage. En fait, lui, c'est une variante du microscope électronique à transmission. Pourquoi ? Parce que c'est le même concept. Nous avons un faisceau d'électrons qui est envoyé et l'échantillon bouge. C'est ce qui permet une observation tridimensionnelle de notre échantillon. Observation se fait toujours par réflexion sous vide avec des lentilles électromagnétiques. Le flux d'électrons balaye la surface de l'échantillon recouvert au préalable d'une couche métallique, pareil pour que ce soit conducteur. Ensuite, les électrons secondaires générés vont être renvoyés par la surface métallique qui sont utilisés pour fournir une image sur un écran. Donc voilà. Il révèle ainsi la surface externe de l'échantillon, c'est-à-dire il donne un aspect en relief. Donc pour préparer notre échantillon, nous allons devoir faire la technique de cryodécapage ou réplique et de lambrage métallique. Comment ça se passe tout ça ? Pour commencer, on fait d'abord une congélation de l'échantillon dans, par exemple, de l'azote liquide pour pouvoir facilement le fracturer. Voilà, donc on fait une cryofracture, généralement aléatoirement, mais on peut le faire selon l'endroit qu'on veut analyser. Puis on fait un cryodécapage, c'est-à-dire on fait fondre tout ce qui est gelé. Et enfin, un membrage métallique. Bon, pour l'embrage métallique, on envoie de la platine obliquement, puis verticalement du carbone. Ensuite, on dissout
dans de l'acide, tout ce qui est organique, pour ne garder que la réplique à la fin. Voilà, donc à la fin, on récupère un moule en relief et dépression. Donc en fait, c'est la seule technique qui va permettre d'observer les échantillons dans leur état hydraté sans déformation, ni quelconque autre déplacement dû aux déshydratations ou aux effets chimiques. Voilà, c'est elle qui va nous permettre d'avoir une approche en 3 dimensions. Donc finalement, chaque microscope est complémentaire à un autre, puisque chacun permet de voir un aspect différent. Voilà, on a donc fini ce deuxième chapitre, les méthodes d'étude de la cellule. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer ce cours, à le montrer à vos camarades, et puis bon courage pour la suite.